Imagine un instant la scène. L'homme le plus puissant de l'Europe moderne, un conquérant dont le seul nom faisait trembler les rois, se tord dans son lit en serrant son ventre, tandis qu'un liquide sombre et granuleux, couleur de marque de café, jaillit de sa bouche. Ses ongles ont viré au bleu. Ses jambes, gonflées comme des outres, n'ont plus rien d'humain. Et lorsque son médecin personnel incise l'abdomen après la mort, ce qu'il découvre glace des chirurgiens britanniques aguerris, au point de les faire reculer. Vous pensez savoir comment Napoléon est mort, exilé, vaincu, oublié sur une île perdue, parce que c'est la version aseptisée qu'on enseigne. La vérité de ces dernières semaines, elle, ferait détourner le regard au plus endurci des chirurgiens de campagne. Car tandis que l'histoire retient les victoires et les batailles, elle tait volontiers qu'un homme qui régna de Madrid à Moscou passa ses ultimes heures conscientes à implorer qu'on lui donne une cuillerée d'eau sucrée comme un enfant, l'esprit dévasté par la douleur, se croyant revenu à la tête de ses armées alors que son corps, littéralement, se dissolvait de l'intérieur. Ce que vous allez entendre n'a rien d'un récit pour salle de classe. C'est de la matière brute, celle qui dort dans des notes de médecins et des témoignages de serviteurs parce qu'elle est jugée trop dérangeante pour le grand public. C'est la métamorphose d'un génie militaire, jadis craint dans toute l'Europe, en une silhouette que ses plus fidèles ne reconnaissaient plus tout à fait comme humaine. Et voici ce qui rend l'affaire plus troublante encore. Les médecins censés le soulager ont, en réalité, accéléré sa fin avec des traitements si brutaux qu'on les considérerait aujourd'hui comme de la torture. Mais, avant d'en arriver au moment où l'estomac de Napoléon se perfore littéralement, une brèche où l'on pouvait passer un doigt, il faut comprendre comment un homme qui survécut à plus de 60 combats, qui marcha à portée de fusil et en réchappa, qui endura l'hiver russe et vécut pour le raconter, en vint à mourir l'une des morts les plus atroces qu'on puisse imaginer. 17 mars 1821, île de Sainte-Hélène, à 2000 miles du continent le plus proche, au milieu de l'Atlantique Sud. Napoléon Bonaparte ne peut plus se tenir debout sans aide. Songez-y. 6 ans plus tôt, ce même homme s'évadait de l'île d'Elbe, traversait la France avec un millier d'hommes et reprenait son trône sans tirer un seul coup de feu. Les soldats envoyés pour l'arrêter avaient jeté leurs armes pour le rejoindre. Et maintenant, il n'arrive même plus à garder un verre d'eau. La bascule commence par un geste quotidien, le bain. Sauf qu'il ne s'agit plus d'un bain ordinaire. Son valet, Louis-Joseph Marchand, observe l'empereur, autrefois capable d'abattre 18 heures de travail d'affilée, passer des après-midi entiers dans une baignoire de cuivre. L'eau est si chaude qu'elle lui rougit la peau comme une carapace de homard. 6 heures, parfois 8, avec des ajouts d'eau brûlante dès qu'elle refroidit, la peau qui se fripe, se pèle, tandis qu'il agrippe les bords, phalanges blanchies. Là, seulement là, le brasier qui lui dévore l'abdomen se calme. Hors de cette cuve, le moindre mouvement ressemble à un couteau chauffé à blanc que l'on tord dans ses entrailles. Toute sa vie, il a avalé ses repas en 15 minutes. La nourriture était du carburant, rien d'autre. Désormais, l'odeur du pain suffit à le faire vomir. Ce qui se passe alors dans son corps n'a rien d'un mystère pour la médecine moderne. Une tumeur grosse comme un poing a pris racine dans la muqueuse de l'estomac. Pas n'importe quelle tumeur. Un carcinome qui s'est étiré sur plus de 4 pouces, enserrant l'organe comme un parasite. Chaque battement de cœur pousse le sang dans ce tissu corrompu. Chaque respiration le fait presser contre les organes voisins. La chose le mange de l'intérieur, cellule par cellule, pendant qu'il tente de faire bouillir sa douleur. En avril, la transformation devient visible, au point d'épouvanter ses proches. Le comte de Montholon, fidèle depuis Waterloo, peine à cacher son effroi. Les bras qui autrefois saisissaient des affûts de canon pour les repositionner en pleine action ne sont plus que des os gainés de peau. On pourrait faire le tour de son biceps avec le pouce et l'index, et il resterait de l'espace. Mais son ventre, lui, a enflé de manière grotesque, rempli de liquide par le cancer. Il semble prêt à accoucher. Ce squelette au ventre ballon, quand il tente de se lever, dans ses rares instants de station debout, doit se pencher en arrière pour compenser le poids qui le déséquilibre. L'odeur de sa chambre dépasse toute description. Ce n'est pas la sueur, ni une haleine malade. C'est ce relent sucré et entêtant de mort tissulaire. La tumeur a commencé à nécroser, à pourrir au cœur même d'un corps encore vivant. Les domestiques brûlent, souffrent et encensent pour masquer l'effluve. On clôt hermétiquement les fenêtres parce que les médecins croient l'air frais nuisible.
Le mélange compose une atmosphère si lourde qu'on croirait la mâcher. Le 15 avril, dimanche des Rameaux, Napoléon fait appeler l'abbé Vignali. L'homme qui s'est couronné lui-même, qui a emprisonné le pape, qui traitait Dieu comme un instrument politique, demande l'extrême onction. « Je sais que je meurs », dit-il au prêtre, sans emphase, avec la sécheresse d'un bulletin météo. Mais, même face à la mort, l'orgueil flambe. Dans ses heures de lucidité, il dicte son testament avec une précision d'état-major, chaque détail calculé pour un effet maximal. Il laisse 10 000 francs à Cantillon, l'homme qui tenta d'assassiner Wellington. Depuis son lit, il tire encore des salves, fait encore la guerre, même déjà perdue. Puis viennent des traitements qui, infligés à un prisonnier, passeraient pour des crimes de guerre. Le docteur Archibald Arnott, médecin britannique, applique la science de son temps. Napoléon ne peut plus évacuer, la tumeur obstrue son intestin, alors Arnott prescrit du calomel, 10 grains de chlorure mercurique. Laissez infuser l'idée. On lui donne du mercure alors que son estomac se délite. La première dose déclenche une horreur. Selon Bertrand, Napoléon évacue le plus gros depuis un mois, noir comme du goudron, puant le sang et la décomposition. Un flot de méléna qui dit à lui seul l'ampleur des hémorragies internes. Arnott y voit un signe encourageant. Il ordonne une seconde dose de 10 grains. Le 28 avril marque le point de non-retour. L'esprit, cet ordinateur tactique qui avait défié l'Europe entière, se fissure. Il ne s'éteint pas. Il explose en hallucinations si vives que tous peuvent suivre la campagne qu'il rejoue. « La cavalerie !» hurle-t-il en se projetant hors des oreillers, les bras squelettiques qui déploient des unités invisibles. « Envoyez la garde, maintenant !» Le voilà revenu à Austerlitz, sa plus grande victoire, affrontant des Autrichiens morts depuis 15 ans. Ses mains parcourent des cartes imaginaires, sa voix dicte des positions, orchestre des débordements contre des ennemis que lui seul perçoit. Marchand pleure à chaudes larmes. L'empereur ne meurt pas seulement. Il est prisonnier de sa propre gloire, combattant dans un corps qui ne maîtrise plus même ses sphincters. Par moments, il appelle Joséphine, morte depuis 7 ans. Parfois, il est en Égypte, réclame de l'eau, revit des expéditions d'il y a 20 ans, alors que, dans le présent, son organisme se noie dans ses propres fluides. Le 1er mai, l'horreur prend corps. Napoléon exige de marcher. Il sait qu'il est empereur, et les empereurs ne restent pas couchés. 2 serviteurs tentent de l'aider. Il fait exactement 3 pas. Au 4e, ses jambes cèdent. En tombant, son ventre convulse si violemment que tous le croient perdu sur le champ. Ali, le mamelouk resté à ses côtés depuis les pyramides, se jette pour le rattraper. On le ramène dans le lit, mais il tente encore de se lever. « Mon armée! Où est mon armée ?» On doit le maintenir physiquement. 4 hommes retiennent l'empereur de France qui veut passer en revue des troupes qui n'existent plus que dans un cerveau à l'agonie. Les médecins britanniques décident de frapper plus fort. On applique des vésicatoires, des emplâtres à base d'insectes broyés, pour provoquer de violentes brûlures chimiques. On espère que la douleur extérieure attirera la maladie interne. On couvre sa poitrine, ses pieds, ses mollets. Sa peau, déjà jaune de défaillance hépatique, se constelle de plaques rouges qui suintent. On le brûle vif, pendant que le cancer le dévore dedans. Le 3 mai, on administre 20 grains de calomel, assez de mercure pour intoxiquer un homme sain. Et l'on ne laisse pas agir. On fait suivre d'un clistère si violent que Napoléon, qui n'a jamais montré la moindre faiblesse, qui a traversé la mitraille sans broncher, pousse un cri. Un cri qui roule à travers Longwood House, non pas un simple gémissement, mais l'absolue humiliation. Celui qui redessina la carte de l'Europe se retrouve plaqué par des étrangers qui injectent, à la pompe, une eau chargée de mercure par l'anus. Quand c'est fini, il tourne le visage contre le mur et refuse de regarder quiconque pendant des heures. Le déferlement ne s'arrête plus. Son corps expulse selle après selle, chacune plus noire que la précédente, et, mêlés à cette boue goudronneuse, apparaissent des fragments d'une autre nature, des lambeaux de muqueuse gastrique. Son appareil digestif se désagrège, littéralement, pièce par pièce. À l'aube du 4 mai, la catastrophe s'accomplit. Le mercure a brisé l'ultime équilibre. Les vomissements deviennent si violents que des vaisseaux éclatent dans ses yeux, dont le blanc rougit entièrement. Ce qui remonte n'est plus seulement du sang. Bertrand voit des morceaux de tissu dans le vomi, des fragments d'estomac.
Entre deux convulsions, Napoléon tente de parler. L'hémoptysie mousse sur ses lèvres, mêlant les mots au rouge. France, armée, fils, aimez-moi. Même au moment où ses organes se liquéfient, son idée fixe demeure. Le pays, le fils, les soldats. L'odeur, à présent, est apocalyptique. Pas la mort abstraite, mais la décomposition active. La tumeur a perforé la paroi gastrique. Seule une adhérence miraculeuse au foie, une sorte de pansement cicatriciel naturel, empêche le contenu de l'estomac de se répandre dans l'abdomen. Il est encore vivant avec un trou dans l'estomac assez large pour y glisser un doigt. Le 5 mai, à 3 heures du matin, commence ce que les médecins appellent la spirale terminale. La respiration devient de Cheyne-Stokes. Des halètements rapides, suivis d'intervalles muets, le cerveau qui oublie comment rythmer l'oxygène. Entre hoquet et borborygme d'un tractus détruit, des témoins disent avoir saisi ces derniers mots, mais même là, les versions divergent. Montholon entend. France, armée, Joséphine, Marchand. France, mon fils, aimez-moi. Bertrand note, tête, armée, chef de l'armée. Chacun saisit ce qu'il attendait de son empereur, ou peut-être Napoléon, mourant, s'adressait-il à tous à la fois. À 5h30, sa gorge enfle au point de se fermer. Il ne parle plus, ne crie plus. Il n'émet que des sons animaux, gutturaux, venus des profondeurs d'un thorax épuisé. Ses yeux, ces fameux yeux gris qui faisaient vaciller les généraux, fixent un point au-delà de la chambre. Le matin offre une parodie grotesque de cour impériale. 16 personnes entourent le lit, comme des courtisans. Mais, au lieu de recevoir des ordres, ils assistent à une agonie par degrés. Arnott, désespéré, presse des bouteilles d'eau chaude contre l'abdomen gonflé. Le contact provoque une douleur telle que le dos de Napoléon se cambre, la bouche s'ouvre sur un cri silencieux, la glotte est trop tuméfiée pour laisser passer un son. Ultime stimulation. Des synapismes sur les pieds, censés le rappeler à la vie. L'odeur de moutarde se mêle à celle de la putréfaction. Même les médecins reculent. Sa peau, quand elle n'est pas jaune de l'ictère ou rouge de brûlure, tache en violet, faute d'oxygène. À 17h49, après 17 heures d'agonie finale, Napoléon Bonaparte cesse de respirer. Pas de phrase grandiose, pas de geste théâtral. Le corps, poussé au-delà de toute limite, s'arrête. Le lendemain, l'autopsie révèle toute l'étendue de l'horreur. À l'ouverture de l'abdomen, plusieurs docteurs doivent s'écarter. L'odeur, sucrée, entêtante, inoubliable, d'un cancer à la fois croissant et nécrosé emplit la salle de billard. L'estomac est presque entièrement cancérisé, dur comme du cuir. La perforation est à l'endroit pressenti, près du pylore. Le docteur Antomarchi montre la brèche en y passant le doigt. Pire, de petites nodosités blanchâtres constellent l'intestin. Des métastases, comme un chapelet de perles malsaines. Napoléon mourait depuis des années. Chaque échappée, chaque projet d'évasion, chaque page de mémoire dictée, tout s'est accompli tandis que la chose grandissait, le consumant cellule après cellule. On prélève des pièces. Officiellement, le cœur et l'estomac sont déposés dans des vases d'argent pour être ensevelis avec lui. Officieusement, Antomarchi découpe des fragments de côte à l'abri des regards britanniques. On coupe des mèches. Et son sexe, oui, son sexe, est, dit-on, soustrait et passé en fraude, finissant un jour dans la collection d'un urologue américain où, dira un observateur, il ressemble à un lacet de cuir. On habille ce qui reste de l'uniforme vert, on place le bicorne à ses pieds. Mais le véritable choc vient 19 ans plus tard, lorsque l'on rouvre le tombeau pour rapatrier la dépouille en France. En 1840, le cercueil dévoile l'impensable. Napoléon paraît intact, non pas réduit à l'ossuaire anonyme, non pas décomposé. Les traits sont reconnaissables, la peau blanche comme le marbre, l'uniforme indemne. 19 ans sous terre, et il semble inhumé d'hier. Une conservation trop parfaite pour ne pas nourrir des hypothèses qui, aujourd'hui encore, circulent. L'arsenic présent dans l'organisme aurait agi comme conservateur. Ou bien a-t-on pratiqué un embaumement discret? Ou bien, tout simplement, cette dernière énigme s'ajoute à une vie qui n'en a manqué aucune. Brève note méthodologique, les récits de témoins divergent sur les derniers mots. Montholon, Marchand, Bertrand n'écrivent pas la même phrase. Et les discussions sur les causes exactes de la préservation et la part des traitements mercuriels dans l'aggravation restent ouvertes.
Nous rapportons ici les éléments tels qu'ils apparaissent dans les témoignages et rapports médicaux cités dans le récit source. Au bout du compte, l'horreur de la mort de Napoléon n'est pas seulement celle du cancer, de l'empoisonnement au mercure ou de la brutalité des soins. C'est la destruction méthodique de tout ce qu'il fut. Le stratège lumineux devient délirant. La volonté de faire s'effrite en supplications enfantines. Le corps qui conquit l'Europe n'est plus qu'une coquille grotesque, pourrissant de l'intérieur tout en respirant encore. Son ultime pensée cohérente se tourne vers la France et vers l'armée. Ni la gloire, ni la puissance, mais un soldat mourant qui appelle une dernière fois ses troupes. L'empereur qui fit trembler les nations meurt en tremblant lui-même, non de peur, mais des spasmes d'un organisme qui s'autodétruit. Aujourd'hui, les visiteurs s'émerveillent devant le sarcophage rouge des Invalides. Ils y voient la gloire gravée dans la pierre. À l'intérieur repose un homme qui vomit des fragments de son propre estomac, dont la métamorphose finale, d'empereur à cadavre, était si saisissante que ses médecins eux-mêmes ne purent tout regarder. L'empereur qui soumit des royaumes ne put soumettre le cancer de ses entrailles. Et dans ses derniers jours, tandis que son corps pourrissait de l'intérieur, alors qu'il respirait encore, Napoléon Bonaparte toucha la seule vérité qui rattrape tous les conquérants. À la fin, nous mourrons seuls. Nous mourrons mal, et la mort n'a que faire de la gloire. Si tu aimes découvrir les vérités cachées de l'histoire, dis en commentaire d'où tu écoutes et abonne-toi pour continuer cette exploration. J'aime l'idée que, depuis des points différents du globe, nous marchions ensemble, reliés par la même curiosité. Et puisqu'il est question de destins puissants aux fins terrifiantes, poursuis avec mon enquête sur les derniers jours du roi le plus honni d'Angleterre, où son corps aurait littéralement explosé dans son cercueil. Les parallèles avec la fin de Napoléon te surprendront.